Bienvenue dans notre émission, Baylor. Le vice-président du développement d'entreprise chez BitGo, quelle a été la partie de votre éducation ou de votre famille qui a fait de vous ce que vous êtes? J'ai toujours été intéressé par l'économie et par la façon dont les politiques peuvent influencer l'économie. C'était souvent un sujet de discussion quand j'étais enfant. La façon dont la politique gouvernementale influençait le succès ou l'échec de certaines entreprises. J'ai obtenu mon Master of Business Administration en tant qu'apprenti auprès du secrétaire du Trésor. J'ai appris cela, j'ai appris l'écriture professionnelle, j'ai appris la prise de décision. J'ai appris à pouvoir dire « je ne sais pas », ce qui est très important, et c'est une grande leçon de vie que j'ai apprise à plusieurs reprises dans ma carrière. BitGo sécurise 8% de toutes les transactions Bitcoin sur la blockchain et sert plus de 1500 clients dans 50 pays. Donc BitGo est l'une des entreprises crypto d'origine. Elle est devenue un dépositaire. Donc, c'était une progression naturelle. Si vous êtes une institution financière, que ce soit un fonds, un family office, une bourse, toute personne qui déplace des montants importants de capitaux et d'actifs numériques, vous avez probablement entendu parler de BitGo et, espérons-le, vous nous utilisez pour la conservation de vos actifs. C'est l'endroit le plus sûr pour les stocker. Bonjour et bienvenue dans l'émission podcast YouTube de Denis Guarda. Une fois de plus, nous continuons à présenter des leaders mondiaux et des personnalités qui changent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en particulier la convergence entre la technologie, la blockchain et l'intelligence artificielle, et surtout les personnes qui construisent les écosystèmes dans lesquels nous vivons, travaillons, jouons et faisons beaucoup d'autres choses. Je suis particulièrement enthousiaste aujourd'hui de réaliser une interview spéciale avec quelqu'un qui, je dirais, se trouve à la croisée de nombreux domaines différents entre la technologie, la finance, le gouvernement et de nombreux autres secteurs. Donc, j'accueille dans notre série Baylor Myers, le vice-président du développement d'entreprise chez BitGo, un fournisseur d'infrastructures de premier plan pour les solutions d'actifs numériques, offrant des services de conservation, de portefeuille, de trading et financier pour des clients institutionnels dans le monde entier. Fondé en 2013, BitGo sécurise 8% de toutes les transactions Bitcoin sur la blockchain et sert plus de 1500 clients dans 50 pays. Baylor a mené la clôture du tour de financement série C de 100 millions de dollars de BitGo autour d'une valorisation d'1,75 milliard de dollars. Et pendant son mandat, il a mené 2 acquisitions réussies qui ont élargi la gamme de produits et de services de BitGo. Baylor a également lancé BitGo Ventures, un véhicule d'investissement propriétaire visant à catalyser l'écosystème des actifs numériques. Avant de rejoindre BitGo, Baylor a été nommé chef de cabinet adjoint du secrétaire au Trésor américain de l'époque, Stephen Mnuchin, lors de la première administration Trump. Il a été responsable de la gestion des opérations du département et du soutien aux initiatives clés telles que la loi sur les réductions d'impôts et l'emploi, l'accord commercial de phase 1 avec la Chine et la loi Coronavirus, Aid, Relief and Economic Security, un plan de relance économique de 2200 milliards de dollars adopté en mars 2020 en réponse à l'épidémie de maladie à coronavirus 2019. Baylor a également été le représentant de la Maison-Blanche auprès du département du Trésor américain, où il a travaillé sur les questions gouvernementales, à les relations et à coordonner les efforts entre le Trésor et la Maison-Blanche, en particulier sur la loi sur les réductions d'impôts et l'emploi de 2017. Avant son service au gouvernement, Baylor était directeur régional des finances pour la campagne présidentielle de Donald Trump et il a travaillé sur la Trump Tower. Alors, bienvenue dans notre émission, Baylor. C'est un honneur de vous avoir ici et vous avez probablement l'un des profils les plus, je dirais, multidisciplinaires parce que vous touchez à tellement de domaines différents et ce sont tous des domaines assez complexes parce que vous touchez à l'investissement, à la politique, à la Maison-Blanche, mêlé à la finance et aux investissements et bien sûr à tous les efforts liés à la crypto, à la blockchain et à beaucoup d'autres choses. Donc j'aimerais commencer d'abord par revenir un peu sur vos bases. D'accord, donc je pense que tout le monde, bien sûr, a un début un peu comme votre propre début. Et quelle a été la part dans votre éducation ou votre famille qui a fait de vous ce que vous êtes? Et aussi le moment où cela vous a permis d'être au moins ce que vous êtes aujourd'hui? Bien sûr. Eh bien, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici avec vous à l'historique Hatfield House. C'est un lieu magnifique et nous avons passé quelques jours intéressants.
et nous voulons remercier Avalanche d'avoir accueilli, je crois, le sommet. Ça se passe plutôt bien. En ce qui me concerne, ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, c'est une question complexe, mais cela remonte probablement à ma famille, très axée sur la famille. Je l'ai toujours été toute ma vie. Je suis très proche de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes cousins, de mes tantes et oncles. J'étais très proche de mes grands-parents, des deux côtés, maternels et paternels. Les familles ont créé des entreprises. Donc, mon grand-père, du côté de mon père, était propriétaire d'une petite entreprise dans les services immobiliers. Mon grand-père, du côté de ma mère, sa famille était impliquée dans les matières premières depuis très longtemps, depuis des centaines d'années. Donc, à l'origine des matières premières agricoles, puis finalement dans le secteur du charbon. J'ai donc toujours été intéressé par l'économie et par la façon dont la politique peut influencer l'économie. Et c'était souvent un sujet de discussion lorsque j'étais enfant, la façon dont la politique gouvernementale influençait le succès ou l'échec de certaines entreprises. Donc, pour notre famille, notre entreprise de charbon a été vendue dans les années 60, en partie à cause de la réglementation gouvernementale. C'était donc un sujet dont mon grand-père me parlait beaucoup quand j'étais relativement jeune, 9, 10, 11, 12 ans. Euh, et du côté de mon père dirige toujours l'entreprise, mais en tant que petit entrepreneur, il a été fortement impacté par la politique fiscale, la politique des retraites et certaines tendances d'investissement à l'échelle macroéconomique. Si vous pensez à la récession immobilière de 2008, cela a eu un impact majeur sur l'entreprise familiale qui est située sur Main Street à Columbus, Ohio. Donc, c'est littéralement une entreprise de la rue principale. Donc, c'est quelque chose qui a toujours animé mes réflexions. Je me sens incroyablement privilégié et chanceux d'avoir eu, au cours des 15 dernières années, une carrière qui a couvert à la fois la politique économique, le service gouvernemental et maintenant les affaires dans les actifs numériques, que je considère comme l'avant-garde de l'innovation dans la finance. Et je pense qu'au final, cela remonte à mes valeurs familiales et à mes intérêts généraux qui ont été établis pendant mon enfance. Vous avez donc un profil fantastique et j'adore la famille. Je suis très Orienté vers la famille. personne. Donc je sais à quel point c'est important et il est très important de préserver les traditions, mais aussi les valeurs. Et surtout, Garder cela. Votre parcours est assez impressionnant dans le sens où vous êtes passé de vos études et de votre licence à commencer une carrière et à diriger un groupe de plaidoyer économique. Et puis de l'Ohio, vous vous retrouvez en fait à la Maison-Blanche et vous avez eu une expérience considérable à la fois en tant que secrétaire adjoint, directeur adjoint d'État, ainsi que sous la première administration Trump. Donc, juste un peu de ce contexte, parce que bien sûr, beaucoup de gens, surtout en ce moment, vous étant dans les industries de la crypto et de la blockchain, de l'autre côté de la barricade, je aimerais juste un peu de ce contexte de l'Ohio à Washington et ce travail que tu as fait, ainsi que les domaines que tu veux partager avec notre public, parce que nous avons beaucoup de jeunes et je pense que j'aime toujours montrer les opportunités parce qu'il y a tellement de choses sur ce sujet qui sont mystifiées. Bien sûr. Eh bien, c'est une histoire intéressante. Donc, en fait, lors de ma dernière année à l'université, c'était l'élection présidentielle de 2012 et j'avais 22 ans et j'étais impliqué dans la campagne de Mitt Romney pour la présidence en tant que jeune membre du personnel très junior. J'ai été cité dans le New York Times. J'ai fait une interview avec le rédacteur en chef, Bill Keller. Je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les interviews. C'était probablement l'un de mes premiers grands entretiens et je ne comprenais pas la différence entre on the record et off the record. Et j'ai pris quelques positions qui étaient en contraste avec le candidat. Donc, je me suis retrouvé dans une petite difficulté. J'ai tiré une leçon précieuse de cette expérience. Et puis, je me suis impliqué dans la politique économique et j'ai travaillé pour une organisation qui, à l'époque, était à l'avant-garde de nombreuses questions économiques au niveau local, étatique et fédéral, mon supérieur ultime. Donc, le patron de mon patron était un homme nommé Cory Lewandowski, et j'ai appris à bien connaître Cory. C'est un mentor, quelqu'un qui m'a énormément aidé, surtout à cette étape de ma carrière. Cory a quitté l'organisation en 2015 pour aller diriger une campagne présidentielle pour un milliardaire de New York. Et croyez-le ou non, nous ne savions pas de qui il s'agissait. Il y a plusieurs milliardaires à New York et je pense que beaucoup d'entre eux ont des ambitions présidentielles. Cory a gardé cela secret pendant environ 6 mois. Et puis enfin, maintenant, le président Trump est descendu l'escalator, Cory était là. Et grâce à sa connexion en tant que directeur de campagne d'origine, j'ai finalement rejoint la campagne au printemps 2016. J'étais en contact avec Steven Mnuchin. À l'époque, il n'avait pas de page Wikipédia. Il a eu énormément de succès dans les affaires
de Goldman Sachs à ses années dans les fonds spéculatifs où il a aidé à financer certains des projets immobiliers de Trump, puis à l'achat d'IndyMac, qu'il a ensuite transformé en une entreprise très prospère appelée OneWest, qui a été vendue à CIT. Donc, au plus haut niveau du monde des affaires, Steven Mnuchin était bien connu, mais il n'avait pas de contact profond dans le personnel politique. Donc, j'ai été affecté à lui. Et cela a commencé un voyage de 5 ans qui a débuté à la Trump Tower à New York et s'est terminé le 20 janvier 2021 dans le bureau du secrétaire au Trésor. J'ai éteint les lumières, je suis sorti avec lui le dernier jour. C'était donc une expérience incroyable. Nous avons vu beaucoup de choses pendant ces 4 années à Washington. Nous pourrions aborder la question de différentes manières en ce qui concerne la politique sur les actifs numériques ou certains des travaux que nous avons réalisés sur la loi sur les réductions d'impôts et l'emploi. Cela a été un point central en 2017, puis la mise en œuvre en 2018. J'ai travaillé sur l'accord commercial avec la Chine, la première phase de l'accord, donc j'ai passé une bonne partie de mon temps en 2018 et 2019 à Pékin en tant que membre de l'équipe qui négociait cet accord avec David Malpass, qui était notre sous-secrétaire aux affaires internationales et qui est ensuite devenu président de la Banque mondiale. David est aussi un excellent ami et mentor à partir de là. En travaillant avec la Maison-Blanche ainsi qu'avec des gouvernements du monde entier, vous avez vu toutes les différentes facettes du commerce. Les accords, et bien sûr, comme vous l'avez dit, je pense que deux des choses différentes, comme vous l'avez mentionné, étaient l'accord avec la Chine ainsi que les baisses d'impôts, mais aussi beaucoup de législation dans lesquelles vous étiez impliqué. Donc, en étant à l'intérieur, bien sûr, de la plus grande institution du monde en termes d'économie et de pouvoir, comment voyez-vous cet aspect? Parce que cela signifiait travailler pour un gouvernement et maintenant vous êtes en dehors du gouvernement. J'aimerais aborder cette transition avant que nous ne parlions de BitGo. Bien sûr, eh bien, je pense qu'une grande partie de cela a coïncidé avec le monde des affaires. Je veux dire, tu parles d'accords, ce sont d'énormes accords. Steven Mnuchin plaisantait souvent, tu sais, quand il était dans les affaires, il disait, on parlait toujours en milliards, maintenant je négocie en milliers de milliards. Et le secrétaire au Trésor a un rôle énorme, aussi bien au niveau national qu'international. Donc, toutes les lois de dépenses qui passent par le Congrès doivent finalement être approuvées par le département du Trésor. Donc, le secrétaire est très impliqué. C'est en cours en ce moment avec le secrétaire Bezan et les dirigeants de la Chambre et du Sénat sur le projet de loi fiscale qu'il négocie, ce grand et magnifique projet de loi dont on parle dans la presse actuellement. Mais le secrétaire Mnuchin a fait cela de manière constante tout au long de son mandat sous le président Paul Ryan, puis finalement la présidente Nancy Pelosi, et ensuite avec les dirigeants du Sénat, entre Chuck Schumer et Mitch McConnell. Donc, c'était des accords énormes. Et à bien des égards, quand on pense à cela combiné à l'accord commercial avec la Chine, puis aux accords d'Abraham, dans lesquels le Trésor a joué un rôle et j'ai été très honoré d'aider d'une manière très modeste, ce sont des questions importantes. Et quand on y pense sous cet angle, cela rend les actifs numériques et les affaires un peu plus intéressants. Ce ne sont pas des situations de vie ou de mort. Ce sont les investisseurs qui prennent des risques et qui, idéalement, vont innover dans ce domaine et améliorer les choses juste pour les consommateurs grâce aux innovations que la crypto propose. Mais au final, des millions de personnes ne risquent pas leur vie ou ne vont pas être impactées. Ce sont des personnes qui vont volontairement et prennent le risque. Donc, c'est un vecteur différent. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que le stress est beaucoup moins présent, ce qui est agréable. Les 4 années à Washington ont été assez stressantes. Et je pense que cela aurait été remarquablement complémentaire entre mon expérience au Trésor et maintenant dans le monde des affaires. Donc, pour finir, une dernière question. Autour de votre expérience ces 4 années. Donc, si vous y réfléchissez, je suis sûr qu'avec le temps, en regardant en arrière, quelle serait la zone où vous pouvez dire que vous avez le plus appris? Et je pense que pour les gens qui nous écoutent, être dans les couloirs du pouvoir, il y a aussi beaucoup de travail. Et parfois, les gens ne voient que si vous êtes pour ou contre. Et il y a beaucoup de mythes autour de cela. Donc, j'aimerais savoir quel serait l'élément qui apporte une touche plus personnelle et qui vous a probablement rendu plus fort dans la façon de voir le monde différemment, que vous souhaitez partager avec notre public. Parce que je pense qu'il est très important de démystifier le travail que des personnes comme vous accomplissent. Et je sais que ce n'est pas facile, c'est très complexe. Comme vous l'avez dit, vous avez dit les 4 années les plus stressantes. Donc, je comprends ça. Bien sûr. J'ai tiré beaucoup de leçons. J'étais à la fin de la vingtaine à l'époque. C'était une position unique de rendre compte directement au secrétaire du Trésor. Et c'était parfois stressant et c'était incroyablement gratifiant. Je plaisante souvent. Les gens parlent d'obtenir un Master of Business Administration. Et j'ai eu mon Master of Business Administration comme apprenti auprès du secrétaire du Trésor.
Et Steven Mnuchin est l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Son cerveau fonctionne comme un ordinateur central. Il peut assimiler des tonnes de données, les analyser et prendre des décisions qui, 9 fois sur 10, sont parfaitement justes et très rapides. Et donc, j'ai appris cela. J'ai appris l'écriture professionnelle. J'ai appris la prise de décision. J'ai appris à pouvoir dire je ne sais pas, ce qui est très important, à ne pas inventer de réponses et à ne pas donner de fausses justifications quand on me pose une question. Il est important de savoir ce que l'on fait et aussi d'admettre quand on ne sait pas. Et c'est une grande leçon de vie que j'ai apprise à plusieurs reprises dans ma carrière. Et je pense qu'en termes de réalisation, vous savez, juste le fait d'avoir pu survivre et j'espère, vous savez, si vous lui parlez ou si vous parlez à d'autres personnes avec qui j'ai travaillé au Trésor, ils diraient mais que nous avons réussi. Oui, je pense que c'est le cas. C'était un mandat remarquable. Quand on pense à ce qui a été accompli en matière de politique intérieure avec la loi sur les réductions d'impôts et la création d'emplois, ce que nous avons pu faire en réformant certaines des réglementations Dodd-Frank, en élargissant l'accès au capital pour les petites entreprises et en supprimant certaines des exigences réglementaires lourdes pour les grandes institutions financières afin de libérer du capital pour plus d'investissements. C'était une législation majeure. Ce que nous avons fait à l'international en ce qui concerne l'accord commercial avec la Chine et notre travail au Moyen-Orient, en lançant une partie du processus de paix qui, je pense, est en train d'être réexaminé en ce moment même. Nous verrons comment cela évolue, mais tout cela a, selon moi, eu des conséquences incroyables. Je ne dirais pas que c'était mon accomplissement, mais j'étais très fier d'y avoir contribué. Et quand on regarde le mandat économique du président Trump pendant ces années-là, il y a eu une très forte croissance des salaires. Nous avons constaté cela chez les Américains moyens à travers le centre du pays et dans une région qui ne reçoit pas assez d'attention. Je veux dire, les salaires augmentaient, les impôts baissaient, l'inflation était très faible. Nous étions en dessous de 2 à certains moments, l'essence était bon marché. C'était une très bonne période sur le plan économique et comparé à la période de 2021 à 2024, je ne pense pas qu'on puisse avoir un contraste plus frappant, rien qu'avec l'inflation provoquée par les politiques de l'administration suivante et la politique étrangère irresponsable, vous savez, s'impliquer dans 2 guerres étrangères. Je pense vraiment que cela met fortement en valeur ce qui a été accompli durant ces années-là, en comparaison avec ce qui s'est passé ensuite. Et c'était vraiment triste que cela soit arrivé. Et je suis encouragé et confiant que l'équipe actuelle sous le président Trump à Washington fera très bien au cours des 3 ans et demi à venir. Depuis ce poste à la Maison-Blanche, vous êtes allé dans l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies de la planète. Et également, vous êtes allé dans le monde de l'entrepreneuriat, le monde des affaires. Donc tout d'abord, probablement la première question est, quand avez-vous regardé pour la première fois le Bitcoin ou les crypto-monnaies? Et la blockchain, Puis nous passons à BitGo. bien sûr. Eh bien, en fait, c'était pendant mon passage au Trésor. Je me souviens que nous étions dans le bureau du secrétaire Mnuchin et il avait souvent CNBC allumé à la télévision. Et je crois que le Bitcoin avait atteint 17 000. Et je me suis dit, bah, d'accord, il faut qu'on fasse attention à ça d'un point de vue politique au sein du gouvernement. Et il avait partagé une anecdote sur le fait qu'on lui avait proposé d'investir et qu'il y avait réfléchi, mais qu'il n'était pas totalement sûr. Et j'en avais entendu parler à l'université, en fait. J'avais un ami qui, je crois, avait acheté du Bitcoin à un prix très bas, genre 1 ou 2 dollars. Et puis, bien sûr, il l'a revendu, je crois, quand c'est monté à 20. Donc, j'en savais un peu. Ah, le secrétaire Mnuchin nous a tous demandé de lire le livre Bitcoin billionnaire, qui retrace en quelque sorte les premières aventures des jumeaux Winklevoss dans ce domaine. C'était très instructif pour moi. Et puis, finalement, en 2020, le secrétaire Mnuchin m'a affecté au groupe de travail sur les paiements numériques et nous allions établir un cadre réglementaire au sein de la branche exécutive en coordination avec les agences fédérales de régulation financière et l'industrie. C'était donc un objectif que nous avions pour 2020 et malheureusement, cela a été perturbé par la pandémie. Mais j'ai quand même pu rencontrer un certain nombre de personnes dans le secteur et quand j'ai quitté le Trésor, je réfléchissais à ce que je voulais faire. Et certaines personnes m'ont dit, ah, tu devrais travailler pour une banque, tu devrais aller à Wall Street, tu devrais suivre cette voie. Et un autre mentor et ami à moi, Brian Brooks, m'a vraiment encouragé à aller dans le domaine des actifs numériques. Il avait été le premier directeur juridique chez Coinbase. Il a brièvement été président-directeur général de Binance États-Unis et il a été contrôleur de la monnaie. Donc, c'est vraiment Brian qui m'a poussé dans cette direction. Et finalement, par l'intermédiaire d'amis communs, j'ai été mis en contact avec Mike Belchi. Mike et moi avons eu un certain nombre d'entretiens très longs, approfondis et substantiels. Et je pense qu'il était clair qu'il avait besoin de quelqu'un comme moi
qui avait aidé d'un point de vue opérationnel à diriger une grande organisation. BitGo était en pleine croissance à l'époque. Elle avait été fondée en 2013 et c'était un bon choix. C'était une bonne adéquation de personnalité. C'était un poste qui me convenait bien. Et dans mes fonctions chez Bigfoot, cela s'est très bien développé, je pense. J'ai été très satisfait de la façon dont cela a fonctionné. J'ai énormément appris de Mike Belchi. Et à mon avis, c'est le meilleur ingénieur logiciel de la Silicon Valley. Et si vous regardez sa carrière de Hewlett Packard à Netscape, en passant par sa contribution à la création d'Outlook, puis de Google Chrome, et en étant l'auteur du protocole Hypertext Transfer Protocol 2.0, l'histoire d'Internet est tissée dans sa carrière. Travailler en étroite collaboration avec lui depuis plus de 4 ans a été très enrichissant et humble pour moi. C'est vraiment impressionnant. Donc, en ce moment, vous êtes vice-président du développement d'entreprise chez BitGo. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, comme vous l'avez mentionné, BitGo a été fondée en 2013. Elle sécurise 8% de toutes les transactions Bitcoin on-chain et sert plus de 1500 clients dans 50 pays. Alors, parlez-nous d'abord de votre travail et de BitGo. Et pour les personnes qui connaissent moins BitGo, je vais faire un petit aperçu. Bien sûr, BitGo est donc l'une des premières entreprises de crypto-monnaie. Elle a été fondée par Mike Belchi en 2013, après qu'il ait terminé chez Google. Donc, à bien des égards, comme je viens de le mentionner, sa carrière retrace en quelque sorte le développement d'Internet. Et je pense que pour les fondateurs à l'époque des débuts du livre blanc Bitcoin, il semblait évident que la finance était peut-être la dernière industrie à vraiment être bouleversée par la technologie. Et c'était cruellement nécessaire. Quand on pense simplement aux heures d'ouverture des marchés, ce n'est pas cohérent avec la façon dont nous vivons dans un monde numérique. Donc Mike a fondé l'entreprise en 2013. C'était l'une des premières plateformes de portefeuille et c'est toujours la base fondamentale de notre entreprise aujourd'hui. Elle est devenue un dépositaire. C'était donc une progression naturelle. Nous n'avons pas choisi la voie de la bourse, donc nous sommes devenus un dépositaire. Et nous avons actuellement des actifs importants en conservation, se chiffrant à plusieurs dizaines de milliards à différents moments, selon les prix des actifs en vigueur, avec plus de 100 milliards d'actifs sur notre plateforme. Et ensuite, nous sommes passés à la gamme de produits suivante, qui est le trading et le prêt institutionnel. Nous sommes donc une entreprise entièrement axée sur les institutions. C'est pourquoi certains investisseurs particuliers n'ont peut-être jamais entendu parler de BitGo. Mais si vous êtes une institution financière, que ce soit un fonds, un family office, une bourse ou toute personne qui déplace des montants importants de capitaux en actifs numériques, vous avez probablement entendu parler de BitGo et j'espère que vous nous utilisez pour la conservation de vos actifs. C'est l'endroit le plus sûr pour les stocker. Sans exception, nous n'avons jamais subi de piratage, nous n'avons jamais eu d'incident majeur, nous sommes à 100% en stockage à froid. C'est aussi sécurisé que possible. C'est tellement sécurisé que Brinks, le dépositaire traditionnel, je suppose que des actifs traditionnels, si on peut dire, a investi dans notre levée de fonds de série C. Donc, nous avons la certification de Brinks. Ils estiment que notre conservation est aussi bonne que possible. Et ils existent depuis 1860. Vous savez, les camions Brinks qui transportent de l'argent, leurs coffres forts et tout le reste. Donc, nous sommes ravis d'avoir un partenariat avec eux. Et nous voyons l'avenir de l'entreprise dans le staking, dans les stablecoins. Nous avons une nouvelle offre appelée Stablecoin en tant que service où les entités qui souhaitent créer un stablecoin peuvent passer un contrat avec BitGo et nous pouvons vous aider à construire ce stablecoin sur notre infrastructure. Et nous considérons le trading et le prêt institutionnel comme un secteur de croissance important pour l'avenir de l'entreprise. Donc, si vous demandiez, BitGo étant l'un des noms les plus fiables dans la conservation institutionnelle de cryptoactifs, probablement le plus fiable, quel serait le principal argument de vente unique? Alors, vous avez mentionné bien sûr le fait que vous disposez d'une cybersécurité fantastique et puissante, ainsi que de toute une approche réglementaire, sans oublier une technologie de pointe. Mais quel serait cet écosystème que vous construisez, en particulier avec les organisations institutionnelles du monde entier? Eh bien, je pense qu'en raison de notre réputation, nous avons un vaste réseau de relations avec des institutions à l'échelle mondiale. Donc, nous sommes réglementés aux États-Unis, bien sûr, mais aussi dans de nombreuses juridictions à travers le monde. Donc, nous avons notre licence MECA et notre licence Botan dans l'Union européenne. Nous avons notre licence revendeur à valeur ajoutée aux Émirats arabes unis, qui est notre centre. Nous venons d'ouvrir notre bureau à Dubaï. Nous en sommes très enthousiastes. C'était un grand lancement le mois dernier et nous constatons beaucoup d'intérêt institutionnel
pour l'adoption dans la région du Moyen-Orient. À bien des égards, la région Asie-Pacifique en dehors de la Chine a été vraiment agressive, surtout pendant les années de réglementation punitive aux États-Unis de 2021 à 2024. Nous avons donc notre licence Monetary Authority of Singapore à Singapour et nous y avons une bonne présence. Nous sommes actifs à Hong Kong et nous sommes également actifs en Corée du Sud où nous avons un partenariat avec la Hana Bank qui est l'une de leurs principales institutions financières. Nous sommes donc enthousiastes à propos des opportunités de croissance dans la région Asie-Pacifique. Nous avons également une présence au Japon et nous nous attendons à ce que cela continue de croître. Et je pense qu'à mesure que la conversation se tourne davantage vers la tokenisation du point de vue de la finance traditionnelle, nous nous attendons à voir plus d'activités générées de différentes manières, y compris dans le secteur des conseillers en investissement enregistrés. Vous savez, lorsque des institutions comme Raymond James et Charles Schwab commenceront à proposer des actifs numériques aux petits investisseurs, ce sera, je pense, la prochaine grande vague d'afflux pour les actifs numériques. Et c'est quelque chose de très important qui arrive. Avant d'y aller, j'ai une question à ce sujet. Donc, en termes de, donc vous avez mené la levée de fonds de série C de 100 millions de dollars à l'époque, avec une valorisation d'environ 1,750 milliard de dollars. Depuis, Je pense. Ça devient beaucoup plus grand. Alors, racontez-nous un peu comment vous êtes arrivé dans l'organisation et comment vous avez essayé de la faire passer à un nouveau niveau, surtout avec votre expérience également. Bien sûr, donc quand j'ai rejoint BitGo, pour ceux de vos spectateurs qui n'ont pas suivi de près la presse de l'industrie crypto, BitGo était engagé dans une acquisition par Galaxy Digital. C'est la première acquisition de plus d'1 milliard de dollars dans l'industrie. Et j'ai rejoint l'entreprise pour travailler sur l'intégration des deux sociétés. Et malheureusement, à cette époque, en 2021, il devenait de plus en plus évident que l'administration Biden allait adopter une attitude politiquement punitive envers l'industrie. Donc, Galaxy devait être coté au National Association of Securities Dealers Automated Quotation et la Securities and Exchange Commission ne laissait pas passer cela. BitGo avait une demande auprès de la Office of the Comptroller of the Currency pour obtenir une charte nationale pour la société de fiducie et cela est resté essentiellement bloqué au point que nous avons retiré notre demande. Donc, malheureusement, la réglementation et des décisions politiques ont entravé la croissance de notre industrie aux États-Unis. Et donc, étant donné que Galaxy n'a pas pu être coté au National Association of Securities Dealers Automated Quotations et un certain nombre d'autres événements, nous n'avons pas pu finaliser cette transaction. Heureusement, Galaxy vient tout juste d'être coté au National Association of Securities Dealers Automated Quotations la semaine dernière. Donc, félicitations à leur équipe. Nous sommes très heureux pour eux. Et nous maintenons une relation commerciale très solide avec Galaxy et nous avons hâte de les voir continuer à réussir et à se développer sur le National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Donc, quand vous y pensez, nous avons essentiellement été issus d'une opération de fusion-acquisition et cela s'est produit à la fin de 2022. Donc, le marché haussier était terminé, le marché baissier était là et les prix des actifs étaient en baisse. C'était une période difficile. Nous étions en phase de croissance lorsque j'ai rejoint l'entreprise et nous avons dû réduire considérablement nos activités pour maintenir une bonne marge de manœuvre et remplir notre devoir fiduciaire envers les actionnaires. Nous nous sommes donc immédiatement tournés vers une levée de fonds en série C pour renforcer l'entreprise et nous assurer que tout restait stable. C'était une période très difficile pour lever des fonds en 2023. Les gros chèques de plusieurs centaines de millions de dollars que les investisseurs en capital risque et les fonds injectés dans le secteur avaient disparu. Ce n'était pas comme en 2021 où l'on voyait des multiples insensés et des valorisations de 8, 9, 10, voire 12 milliards de dollars pour des entreprises qui n'avaient même pas 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'était donc un environnement très différent et nous avons travaillé très dur. Mike Belchi, notre fondateur, s'est vraiment démené. Bon, il a passé beaucoup d'appels. Je l'ai aidé du mieux que j'ai pu. Il m'a alors promu à mon poste actuel de responsable du développement corporate. C'était donc un peu un baptême du feu. Et nous avons réussi à y arriver en août 2023, ce qui correspondait à peu près au creux du marché si vous suivez les tendances. Avec le recul, c'était donc un moment très stratégique pour injecter 100 millions de dollars dans l'entreprise car tout était en baisse. Nous étions très heureux de finaliser la série C et nous étions reconnaissants envers nos partenaires. Comme je l'ai mentionné, Brinks a participé et dans la période qui a suivi la clôture de la série C, nous avons pu réaliser 2 acquisitions de notre propre initiative, ce qui a enrichi notre gamme de produits.
et elles vont continuer à nous maintenir stratégiquement positionnés pour répondre à la demande dans le secteur responsable d'activités aériennes et RWA ici dans les mois et les années à venir. C'est énorme. Comme vous l'avez dit, en 2023, pendant toute... Là, très difficile. Oui, c'est Pas facile. Donc, vous avez aussi lancé BitGo Ventures, un véhicule d'investissement propriétaire visant à catalyser l'écosystème des actifs numériques. Alors, parlez-nous de cette initiative. Durs, comment comptez-vous façonner la prochaine vague d'adoption des crypto-monnaies et des actifs numériques Science? bien sûr. Nous étions donc très enthousiastes d'annoncer BitGo Ventures. Nous avons annoncé Token 2049 à Dubaï et c'était en avril 24. Donc, un peu moins de 6 mois après la clôture de la série C. Et notre principale motivation là-bas était d'essayer de catalyser l'écosystème des actifs numériques. Nous voulions apporter un soutien mutuel aux projets que nous jugions dignes, surtout en termes de tokenisation. Donc, les L1 et les L2 qui ont des projets de token nous intéressent. C'est la thèse du fonds. Et nous avons un petit comité d'investissement composé de cadres supérieurs chez BitGo, présidé par Mike Belshew. Et nous avons été heureux de collaborer avec plusieurs partenaires. Nirvana a très bien réussi. Et nous avons été très satisfaits du résultat et nous continuons à investir à partir de ce fonds. Nous verrons s'il prendra plus d'ampleur en fonction de certains événements qui pourraient se produire cette année. L'un des points forts de BitGo, c'est justement le fait que vous avez une présence mondiale très importante, comme vous l'avez mentionné, les régulateurs dans le monde entier. Donc, vous êtes basé, surtout avec votre expérience en matière de réglementation et de travail à la Maison-Blanche, et maintenant avec la stratégie de BitGo d'adaptation aux environnements réglementaires difficiles. Comment voyez-vous cette croissance, surtout pour créer une sorte de... je pense que l'un des défis que nous avons avec l'adoption massive des crypto-monnaies et des actifs numériques, c'est justement le fait que les régulateurs n'alignent pas leurs efforts. Comment voyez-vous cela dans un environnement mondial, surtout avec votre présence internationale? Parce que je pense que c'est très important, d'abord pour créer de la stabilité dans le système, mais aussi pour apporter plus de fluidité, de liquidité, ainsi que de meilleures solutions et innovations. Bien sûr. Eh bien, je veux garder à l'esprit que nous sommes en Grande-Bretagne. Mais je crois que, compte tenu de la position des États-Unis dans le monde, avec leur statut de monnaie de réserve et simplement la présence militaire qu'ils ont eue à travers le globe depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont souvent un impact très transcendant sur les régulateurs mondiaux. Et c'était l'un des grands problèmes de la période de 2021 à 2024. Les régulateurs financiers fédéraux américains étaient assez hostiles envers l'industrie et je pense que cela a eu un effet dissuasif sur les régulateurs du monde entier, en particulier dans les pays qui sont des alliés proches des États-Unis. Et je prévois, compte tenu du changement radical et nécessaire d'approche du régime réglementaire actuel sous l'administration Trump, que cela va se répercuter à travers l'Union européenne, l'Asie et le Moyen-Orient. Et je pense qu'au final, une fois que nous aurons un cadre solide en place aux États-Unis, il y a des projets de loi en attente qui sont peut-être en train d'être votés en ce moment même à Washington, plusieurs textes différents qui, espérons-le, seront adoptés et signés avant le mois d'août. Je pense que cela sera une pierre angulaire pour consolider une base solide de régulation des crypto-monnaies à travers le monde. Certains pays ont très bien réussi et ils ont dépassé les États-Unis. Je mentionnais Singapour tout à l'heure, les Émirats arabes unis, même l'Union européenne, sur certains aspects, a été, je pense, plus rapide à avancer sur ces cadres réglementaires. Mais une fois que tout sera en place aux États-Unis et que les agences, la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission, le département du Trésor, la Fed, se réuniront et publieront probablement des réglementations sur la base des lois adoptées. J'espère ne plus avoir à répondre à des questions sur la régulation. Ce sera bien connu et nous n'aurons plus à nous demander ce qui pourrait arriver. Je veux dire, c'est un peu comme errer dans le noir et nous allons allumer la lumière. Il y aura beaucoup de clarté et cela permettra aux gens de se concentrer sur les affaires et de continuer à innover dans ce domaine. Oui, c'est un point très important. Donc, à mesure que nous numérisons l'économie mondiale et les actifs, nous voyons une émergence croissante de la numérisation des actifs et de la tokenisation. Vous avez abordé ce sujet, je sais que c'est l'un de vos domaines et vous avez également beaucoup d'expérience. Alors, quels sont les... Parce qu'au bout du compte, l'un des principes de la blockchain est la capacité de créer une identité numérique pour n'importe quoi. Donc, c'est un élément crucial pour éviter la corruption
créer plus d'innovation et aussi offrir beaucoup plus de possibilités aux gens d'échanger de la valeur entre eux. Alors, comment voyez-vous les actifs numériques et la tokenisation, en particulier dans des domaines comme l'immobilier, mais aussi dans de nombreuses grandes industries mondiales? Je pense qu'en ce moment, dans l'industrie financière, nous avons déjà beaucoup de cas. Maintenant, BlackRock vient de lancer récemment son propre actif tokenisé, Fonds, en fait, soutenu également par Avalanche et d'autres. Donc, j'aimerais savoir comment vous voyez cela de manière générale, surtout en travaillant avec des institutions comme vous le faites, car la plupart des family office et des institutions cherchent précisément à créer de la valeur, mais aussi à préserver cette valeur. de la bonne manière, bien sûr. Eh bien, vous avez mentionné BlackRock, et je pense qu'un commentaire qui a beaucoup été discuté dans la finance traditionnelle et dans notre secteur venait de Larry Fink, qui disait essentiellement que l'avenir de la finance sera tokenisé. Tout sera tokenisé, les actions, les titres seront tokenisés. Idéalement, vous pourrez les échanger quand vous le souhaitez, comme le Bitcoin qui se négocie 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et je pense que du point de vue des actions, cela semble relativement simple, non? C'est juste une innovation numérique naturelle. La technologie existe pour faire cela depuis un certain temps, depuis plus de 10 ans, peut-être même 2 décennies. Quand on entre dans l'immobilier, je pense que c'est en quelque sorte la prochaine frontière qui est actuellement en phase de recherche et développement. Vous savez, des gens essaient tout le monde de trouver comment faire en sorte que cela se produise. Vous savez, pourriez-vous acheter des jetons fractionnés d'un bien immobilier comme une maison, un hôtel ou un immeuble de bureau? Et je sais que cela a déjà été tenté plusieurs fois et nous attendons avec impatience, je pense, plus de croissance dans ce domaine. Et je pense qu'une partie de cela pourrait dépendre de la réglementation en attente. Et une fois que cela sera verrouillé, nous nous attendons à voir, je pense, ben, des entreprises pourraient proposer un large éventail de produits différents là-bas dans les RWA. Vous savez, cela pourrait vraiment couvrir toute la gamme jusqu'à n'importe quel type d'actif physique selon qui prend les devants. Maintenant, ce n'est pas quelque chose dans lequel nous serions activement impliqués, mais nous pourrions bien sûr prendre en charge les jetons, les conserver et aider à tirer parti de leur liquidité dans ce cas-là. Et nous avons effectivement acquis une société appelée Brassica, qui est très axée sur les actifs du monde réel. Et nous avons leur équipe en place et nous sommes prêts à démarrer. Et nous continuons à discuter avec de grandes institutions financières ainsi qu'avec des startups actives dans ce domaine pour voir comment cela va évoluer. Je considère les RWA comme un événement qui se produira probablement plutôt entre le quatrième trimestre et le premier trimestre 26. Je ne pense pas que cela va se produire immédiatement, là où nous en sommes actuellement. Mais nous sommes enthousiastes à ce sujet et nous sommes certainement prêts à répondre à la demande. C'est quelque chose d'important, surtout avec votre expérience dans l'institutionnel. Donc, l'une des choses qui me tient particulièrement à cœur, c'est de savoir comment nous pouvons apporter cette innovation pour créer plus de richesses, mais aussi pour trouver un meilleur équilibre dans la société, ce qui est un grand défi. Donc, d'après votre expérience avec les régulateurs, les grandes entreprises et les institutions, ainsi qu'avec l'innovation autour de la technologie, l'un des défis auxquels nous sommes confrontés dans l'économie mondiale est l'inclusion financière. Bien sûr. L'inclusion financière et la littératie financière. J'aimerais donc aborder la façon dont vous travaillez sur ce sujet, car bien sûr, vous travaillez avec de nombreuses institutions, mais vous voyez le défi à travers le monde. Par exemple, La majorité de la population mondiale est très jeune et la plupart d'entre eux, je pense surtout en ce moment, avec l'émergence de l'intelligence artificielle ainsi que même le jeu vidéo, et il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles ils sont actifs. Mais en même temps, il y a toujours une fragmentation entre ce que des organisations comme la vôtre font et la manière dont on amène cela à une adoption massive. et ensuite, La finance traditionnelle et la finance numérique plus innovante, c'est justement ce dont nous parlons en matière de rapprochement. Vous avez déjà fait ce pont. Comment voyez-vous la possibilité de réunir ces deux mondes et en même temps de le faire d'une manière qui favorise l'éducation financière afin d'éviter bon nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement? bien sûr, je pense que je peux aborder la question de plusieurs façons, mais l'inclusion et l'éducation financière sont, selon moi, des éléments fondamentaux qui ont porté la crypto au cours des 10, 15 dernières années, enfin pas tout à fait 15. Mais au final, nous avons vu qu'aux États-Unis, des gens se faisaient exclure du système bancaire. Donc, il s'agit de l'accès aux services bancaires, ce que beaucoup considèrent comme un droit fondamental, avoir accès à son propre argent. Et je pense qu'à bien des égards, c'est vrai, non? Si vous ne pouvez pas être rémunéré pour votre travail, c'est une forme d'esclavage. Et si vous n'avez pas le contrôle de votre rémunération, qu'est-ce qu'il vous reste vraiment, n'est-ce pas? Et si quelqu'un vous retire l'accès aux services bancaires, que ce soit pour une raison politique
ou parce que, vous savez, vous n'avez pas la bonne relation ou la bonne formule algorithmique pour correspondre à quelqu'un, vous savez, à 2 fuseaux horaires de là, et que vous n'arrivez pas à obtenir un compte bancaire, c'est un gros problème. Et une grande partie du monde n'a pas cela. Vous savez, si vous allez en Inde ou en Chine, même là-bas, ce n'est pas comme ce que nous imaginons aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où il y a ces agences bancaires de détail, où les gens entrent, effectuent des transactions et où il y a quelqu'un derrière le guichet. Tout cela se fait sur les téléphones, exactement. Et c'est, je pense, la capacité que la crypto va offrir à la population mondiale. C'est-à-dire que si vous gagnez de l'argent, peut-être que vous voudrez le placer dans un stablecoin. Peut-être que vous ne voulez pas ouvrir de compte bancaire et peut-être que ce stablecoin va vous offrir 4 ou 5 sur ce que vous y avez, que ce soit 10 dollars, 10 000 dollars ou 10 millions de dollars. C'est une grande différence en ce moment. Si vous avez un compte courant dans n'importe quelle banque, vous n'allez presque rien gagner en intérêt sur ce que vous avez. Les banques ne paient tout simplement plus d'intérêt et il n'y a aucune raison pour que les banques puissent priver le consommateur moyen des revenus d'intérêt. Et si vous êtes un défenseur des droits des consommateurs, vous devriez vouloir que les consommateurs aient accès au même taux d'intérêt en vigueur que les grandes institutions. Je veux dire, c'est tout simplement une bonne politique et c'est bénéfique pour les gens. Cela leur permet de gagner plus d'argent sur leurs investissements ou leurs économies, peu importe ce qu'ils ont. Donc, je pense que c'est une innovation majeure et pouvoir faire tout ça depuis son téléphone et avec la façon dont ces applications évoluent, ça devient vraiment très convivial. Les interfaces ils sont très, très faciles à utiliser. Vous la téléchargez et vous la connectez. Et je pense qu'au final, là où beaucoup de gens vont aller, soit les banques vont innover pour ne plus être aussi lourdes et servir d'intermédiaires qui empêchent les consommateurs de bénéficier de taux d'intérêt élevés, soit les gens vont simplement retirer leur argent des banques. Non. Je veux dire, vous allez simplement fermer votre compte courant, fermer votre compte d'épargne, tout transférer vers un stablecoin qui offre 4 ou 5 d'intérêt, puis effectuer vos transactions avec ce stablecoin. Et le stablecoin devrait être adossé en pourrant à des réserves du Trésor américain. Nous y tenons fermement. Et nous pensons que ce sera également une bonne politique monétaire pour les États-Unis afin de préserver notre statut de monnaie de réserve, car vous avez un tas de stablecoins qui facilitent désormais toutes les transactions à travers le monde et qui sont adossés un pour un aux bons du Trésor américain. Ouais, cela va être formidable pour le Trésor américain et pour le dollar. C'est donc une période passionnante. Et je pense que les gens, la crypto, c'est amusant. Il y a quelque chose de cool là-dedans. Beaucoup de gens en parlent. Et vous trouverez des gens dans les bars en train de parler du Bitcoin, du prix, mais de ce qui se passe, de qui est en hausse et de qui est en baisse. Et il y a quelque chose que a un attrait marketing de masse que vous ne trouvez tout simplement pas souvent dans la finance. Et je pense que cela peut aussi beaucoup aider à l'éducation financière et les gens qui effectuent des transactions. Je veux dire, la meilleure façon d'apprendre, c'est en faisant, à mon avis, pas la théorie, mais la pratique. Et si vous commencez, vous savez, si vous voulez prendre 10 dollars tout de suite et aller en ligne, ouvrir un compte sur l'une des plateformes d'échange et commencer à trader, nous encourageons les gens à le faire. Nous le faisons tout le temps chez BitGo. Nous appelons ça dogfooding, mais c'est essayer les produits et nous pourrions bientôt proposer une offre destinée aux consommateurs moyens. Mais c'est une excellente façon d'apprendre comment fonctionne l'industrie des actifs numériques et de découvrir les nombreux avantages et bénéfices que vous pouvez obtenir en investissant dans les actifs numériques. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est un élément clé, car si vous comprenez cela, nous pouvons réellement faire beaucoup plus de choses et aussi créer un meilleur équilibre entre toutes les différentes vitesses. L'une des choses que vous faites de manière massive, bien sûr, ce sont les stablecoins et vous avez beaucoup d'offres à ce sujet. Les stablecoins deviennent en ce moment, je pense, probablement la partie la plus réussie de la crypto à l'échelle mondiale. Comment voyez-vous les stablecoins? Je sais que vous avez beaucoup de solutions autour de cela. Comment voyez-vous leur évolution à l'échelle mondiale? Parce qu'en ce moment, ils résolvent beaucoup de problèmes que même les systèmes traditionnels, enfin la plupart des systèmes traditionnels, ne peuvent pas résoudre. Et cela fonctionne de manière vraiment fantastique. Donc, un peu de vos idées et parler un peu des stablecoins. Bien sûr, eh bien, nous étions très fiers d'avoir été annoncés comme le fournisseur d'infrastructures pour le stablecoin USD de World Liberty Financial. J'ai reçu une couverture médiatique importante fin avril, principalement parce qu'un fonds souverain des Émirats arabes unis va utiliser USD pour faciliter un investissement de 2 milliards dans Binance. Alors, réfléchissez à cela. Avoir un investissement d'entreprise qui est facilité par un stablecoin, c'est beaucoup plus simple pour eux, n'est-ce pas? Ils n'ont pas à passer par une banque. Leurs frais sont pratiquement nuls. Donc, c'est mieux pour eux, c'est bon pour nous. Et je pense que dans l'ensemble, l'expérience est bien plus simple parce que le stablecoin
USDON est adossé 1 pour 1 au bon du Trésor américain, ce que nous facilitons, et nous nous occupons de toute l'émission et la destruction des jetons. Nous avons donc une excellente équipe qui travaille là-dessus jour et nuit, et nous sommes très enthousiastes à propos de USDON. Nous avons envisagé de créer notre propre stablecoin, mais nous sommes très satisfaits de la situation actuelle. Nous pensons que la concurrence est saine et nous nous attendons à ce que dollar des États-Unis One, dollar des États-Unis Coin et Tether continuent de se concurrencer. Et il pourrait y avoir beaucoup plus de stablecoins. Vous savez, il n'y a aucune raison pour que les banques ne puissent pas aussi entrer dans le jeu. Elles vont simplement devoir abandonner certains de leurs anciens principes et commencer à innover. Et c'est vraiment, je pense, le coup de pouce nécessaire pour faire avancer cela. Et une fois que vous voyez des transactions comme USDON, MGX et Binance, vous devez vous demander si vous êtes une banque traditionnelle, allez-vous vraiment perdre tout ce business à cause de cette technologie innovante? Allez-vous entrer dans le jeu? Et ça, c'est au Moyen-Orient. Et il existe plein d'autres façons dont les stablecoins pourraient être utilisés dans des régions qui n'ont pas un accès facile aux services bancaires. Donc, nous sommes enthousiastes à ce sujet. Nous avons toute une nouvelle verticale de produits appelée stablecoin en tant que service, que je pense avoir mentionné plus tôt, où les entités peuvent essentiellement s'intégrer avec BitGo et nous pouvons vous aider à créer votre stablecoin. Nous attendons donc avec impatience la croissance continue dans ce domaine et nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Nous y croyons fermement. Oui, c'est un point clé. Et J'aime la façon dont tu l'as dit, tu peux en fait avoir des personnes traditionnelles et non traditionnelles et trouver un pont entre elles. Donc, l'une des dernières questions que... Nous sommes tous les... Donc, quand tu parles en ce moment, il se passe beaucoup de choses et tu as mentionné beaucoup d'innovations, des stablecoins aux actifs numériques, ainsi que la façon dont tu réunis les institutionnels et même les particuliers et ton fonds aussi. Alors, comment vois-tu, en particulier du côté institutionnel, l'adoption de la crypto et aussi la blockchain, ainsi que certaines des innovations que tu vois arriver dans les 3 à 5 prochaines années? Tu en as mentionné au moins quelques-unes. J'aimerais en entendre plus sur l'innovation en général dans l'industrie. Bien sûr. Eh bien, je pense qu'avec les fonds négociés en bourse, nous avons vu beaucoup d'intérêts institutionnels et ils sont maintenant des acteurs dans ce domaine, n'est-ce pas? Donc, mais il y a de grands fonds négociés en bourse autour du Bitcoin et les institutions financières traditionnelles en tirent profit, ce qui est, je pense, un bon catalyseur pour qu'elles s'impliquent davantage. Il y a eu une certaine clarté réglementaire de la part du gouvernement fédéral à Washington, indiquant que les banques peuvent, oui, effectivement, conserver des crypto-monnaies, ce qui me semble évident, mais malheureusement, il y avait trop d'ambiguïté et les banques vont se montrer respectueuses envers les régulateurs comme elles le devraient. Elles veulent suivre la lettre de la loi et c'est très important. Donc, je pense que le feu vert pour la conservation des actifs numériques va continuer à favoriser l'adoption et la croissance dans ce secteur. Et comme je l'ai déjà mentionné, toutes ces innovations dans les stablecoins et le staking, et si vous regardez simplement le prix actuel du Bitcoin, beaucoup de gens prédisent qu'il va monter beaucoup plus haut. Je ne peux pas imaginer que les institutions financières traditionnelles vont simplement dépérir sur pied. Je pense qu'elles vont entrer dans le jeu et nous sommes impatients de les retrouver sur le terrain quand elles seront prêtes. Donc, Mais je dois poser une question à ce sujet. Donc, en tenant compte de votre expérience avec les gouvernements, ainsi qu'avec la Maison-Blanche. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de discussions qui, je pense, sont plus ou moins publiques, selon lesquelles la Maison-Blanche pourrait utiliser des réserves de Bitcoin. Et il y a déjà certains gouvernements dans le monde. Comment voyez-vous cela? Surtout parce que vous avez un rôle important dans l'une des plus grandes institutions commerciales de cette région. Oui, nous sommes très intéressés par cela. Mike Belchi, notre fondateur, a participé à la table ronde sur la crypto à la Maison-Blanche, la table ronde inaugurale avec un groupe de leaders de l'industrie et le président, ainsi que David Sachs, qui dirige la politique sur l'intelligence artificielle et les actifs numériques depuis l'aile ouest. Nous étions ravis d'entendre parler de la réserve stratégique. Nous pensons que c'est important et j'ai discuté avec des personnes du gouvernement fédéral responsables de l'élaboration de la mise en œuvre. Je savais, d'après mon expérience là-bas, qu'il y avait eu beaucoup de Bitcoin et d'autres actifs numériques saisis par l'Internal Revenue Service ou par les agences de maintien de l'ordre dans le cadre de leur travail. Et malheureusement, dans certains cas, ces actifs numériques ont été vendus à des prix très bas par rapport à leur valeur actuelle. Donc, je pense qu'il est dans l'intérêt du gouvernement d'un point de vue fiduciaire de conserver ces actifs et d'en obtenir un bon rendement pour le contribuable. Et il existe plusieurs moyens neutres en termes de revenus pour le gouvernement de continuer à acquérir plus de Bitcoin et d'autres actifs numériques.
et je prévois que cela sera abordé dans le rapport destiné au président sur lequel le Trésor travaille actuellement avec un certain nombre d'autres parties prenantes. Et je crois qu'il doit être publié à la fin du mois de juillet. Donc, je dirais de rester à l'écoute. Eh bien, c'en est une bonne. D'accord. Donc, la dernière. Donc, intelligence artificielle, blockchain, crypto, nous, trois choses en ce moment. L'intelligence artificielle, les États-Unis mènent la course et nous avons juste la super initiative de la Maison-Blanche. Mais l'intelligence artificielle a besoin de la blockchain et c'est de la crypto. Alors, quel est votre avis sur la combinaison des trois et surtout sur la façon dont nous pouvons réellement y parvenir, en particulier en créant une intelligence artificielle probablement plus centrée sur l'humain et non potentiellement dystopique comme d'opinion, mais aussi comment pouvons-nous la rendre pratique? Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'opportunités de faire des affaires immédiatement si vous faites fonctionner l'intelligence artificielle et la crypto spéciale ainsi que la blockchain ensemble. Et vous avez également évoqué l'importance du jeu vidéo et la majorité de ces 4,5 milliards de personnes qui jouent chaque jour. Donc, il y a beaucoup de façons de combiner tout cela, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Vos points de vue à ce sujet? Je pense que c'est très excitant. Je veux dire, nous avons vu l'intelligence artificielle littéralement exploser rien que pendant mes 4 années chez BitGo. Et cela change la façon dont nous vivons tous au quotidien en ce moment. Je l'utilise tous les jours au travail. Nous l'intégrons en profondeur dans les fonctions opérationnelles de notre entreprise. Nous constatons d'énormes gains d'efficacité en l'utilisant. Et quand on pense à la blockchain et à la façon dont la crypto a facilité le jeu, surtout dans le domaine du jeu professionnel, ou même, vous savez, on pourrait prendre une toute autre direction et regarder, par exemple, les programmes d'avantage en entreprise, que ce soit les miles aériens, les points d'hôtel, tout le reste. Tout cela pourrait être tokenisé. Tout cela pourrait devenir des actifs numériques. Et puis quand on pense à la façon dont la blockchain pourra soutenir d'autres innovations dans l'intelligence artificielle, je pense qu'il est encore très tôt en ce moment et tout cela s'entrelace d'une manière que, vous savez, nous comprendrons probablement mieux d'ici un an, mais nous sommes enthousiastes à ce sujet et nous avons l'intention d'y participer. Oh, c'est fantastique. Eh bien, c'était un honneur, Baylor. J'ai encore quelques questions, mais je vais respecter votre temps. Félicitations pour votre travail et je vous souhaite de continuer sur la voie du succès. Génial, merci beaucoup. C'était un plaisir de parler avec vous. Avec vous, merci.